BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission où on va répondre à vos questions jusqu'à 15h30 avec mes experts, Morgane Henneland, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane, ravie de vous retrouver sur le plateau, et Stéphanie Fra, senior manager chez CoinHouse. Bonjour Stéphane. Bonjour Sandra. Vous continuez évidemment à nous écrire, nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur les cryptos actifs. crypto@bfmbusiness.fr, on vous répond toutes les semaines à ces questions. Et c'est parti, BFM Crypto, le club. On va commencer par la question de Nicolas. Que pensez-vous du projet Geodnet ? Question à Morgane. Oui, alors c'est un projet qui va se retrouver dans la catégorie du DePIN. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est aider à la géolocalisation. Ça va être un réseau mondial. L'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs stations de géolocalisation qui sont connectées les unes avec les autres et qui vont être hyper précises. Donc, on parle vraiment au centimètre près ici dans ce projet, et être rémunérées en crypto. En fait, l'idée de ce projet, c'est que n'importe qui, donc un particulier ou une entreprise, puisse avoir sa mini-station de géolocalisation chez lui et participer à ce réseau mondial, tout simplement. Alors, on va toucher le token GOD. Il est listé sur Solana. Il est listé aussi sur Gate.io. Et donc, en fait, c'est vraiment l'idée d'être hyper précis. Pourquoi ? Parce que leur public cible, c'est tout ce qui est robotique, tout ce qui est voiture intelligente. Et ils ont besoin de précision extrême. Il y a un potentiel, donc. Un potentiel énorme. Ouais. Oui, ils s'attaquent à un marché qui est quand même super grand. Et l'idée, c'est que ça coûterait beaucoup moins cher de participer via ce réseau-là, plutôt que les géants aujourd'hui qui ont le monopole un petit peu sur cette catégorie-là, tout simplement. Et en DePIN, c'est vrai que le potentiel est assez énorme. Alors, est-ce que le token va bien se comporter ? C'est un petit peu la question qu'on se pose. Et puis, pour tous les projets qu'on nous pose finalement sur ce plateau, est-ce qu'il y aura une adoption ? Finalement, c'est toujours ça, la clé. Est-ce que ça va être utilisé, adopté ? Dans ce cas-là, c'est un projet, effectivement, à garder en tête. Cyril vous demande, Stéphane, le jeton XRP a-t-il encore un avenir devant l'adoption grandissante des stablecoins ? Alors c'est une bonne question. Effectivement, XRP Ripple n'a pas vraiment pris le virage des stablecoins, qui est plutôt trusté principalement par Ethereum, mais également un peu par Tron et par Solana. Pourquoi ? Il n'y a pas de smart contracts natifs qui sont disponibles sur Ripple, enfin sur la blockchain Ripple, dont XRP est le jeton. Et malheureusement, tous les stablecoins aujourd'hui sont représentés sous format de smart contract. Donc ça, c'est un petit peu le sujet aujourd'hui. Pour autant, il ne faut pas perdre espoir sur cette partie-là. Il y a tous les CBDC, donc les jetons stablecoins de banque centrale, qui devraient arriver et qui peut-être seront développés et disponibles sur Ripple. Donc voilà, donc pour le moment, clairement, sur les stablecoins existants, Ripple est à peu près nulle part. Mais il y a encore un grand enjeu sur toute la partie développement des CBDC. Et là, Ripple aura son mot à dire, sa carte à jouer. Mais aujourd'hui, ça reste très spéculatif. Une fois encore, il va falloir attendre un petit peu de voir comment ça va se passer. Léon nous demande basiquement, et ça commence par là, la formation, souvent Morgane, qui est le créateur de Bitcoin ? Oui, alors le créateur de Bitcoin, c'est Satoshi Nakamoto, c'est un pseudo, il est pseudonyme, c'est comme ça qu'on dit. En fait, qui est Satoshi Nakamoto ? C'est la question en fait que tout le monde se pose. Il y a eu plein de théories. Est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est un groupe de personnes ? On ne sait pas, on ne saura jamais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Satoshi Nakamoto, c'est la personne qui a écrit le white paper, c'est-à-dire le livre blanc de Bitcoin, le 31 octobre 2008. Et c'est aussi la personne qui a créé les premiers Bitcoins minés, les premiers Bitcoins en janvier 2009. Ça, c'est ce qu'on sait. Il y a eu des théories peut-être qui seraient issues de l'Angleterre parce qu'il utilisait un anglais très particulier, avec les fuseaux horaires, des messages qu'il envoyait. Et puis finalement, il y a eu des théories qui ont dit c'est justement pour nous amener sur de mauvaises pistes. Donc, on ne sait pas qui c'est. Mais par contre, les grosses théories avec des personnes qu'on a connues, qu'on connaît, c'est Hal Finney. C'est une des premières personnes à avoir reçu du Bitcoin directement. Malheureusement, il est mort.
Et pour lui, évidemment, il a dit qu'il n'était pas Satoshi à l'époque. Et puis, il y a aussi Adam Back et Nick Szabo. Alors ça, c'est deux personnages qui ont eu des projets très similaires au Bitcoin. Alors, Adam Back, c'était via Hashcash, si je ne me trompe pas. Et il a introduit la preuve de travail. Et c'est un des seuls à être cité justement par Satoshi Nakamoto dans le white paper, le livre blanc. Donc c'est vrai que c'est un personnage assez mythique. Et du coup, la plupart des gens pensent que Adam Back serait potentiellement... Satoshi Nakamoto, ce n'est pas le cas, il l'a démenti plusieurs fois. Et le deuxième personnage, eh bien, c'est Nick Szabo, qui lui aussi a créé un projet qui a inspiré, alors peut-être pas directement Bitcoin, mais plutôt Ethereum et tout ce qui est smart contract. C'était Bitgold. Donc c'est vraiment deux précurseurs qui ont eu des projets qui ont inspiré les blockchains qu'on connaît aujourd'hui. Tous les deux ont été cités comme étant Satoshi Nakamoto et ils démentent. Et le dernier personnage, alors lui c'est encore plus particulier, c'est Craig Wright qui dit être Satoshi Nakamoto mais qui n'a jamais pu le prouver. Et donc ça c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui de lui-même dit « je suis Satoshi Nakamoto oui. », mais en fait, il n'a jamais pu le prouver. Peut-être qu'il va nous surprendre un jour et qu'il va réussir à nous prouver qu'il l'est. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, le fait qu'on n'ait pas quelqu'un, un visage, en fait, une personnalité qui parle au nom de Bitcoin, c'est quelque chose qui est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, personne ne peut être mis en prison, on ne peut mettre la pression à personne, on ne peut harceler personne. S'il y a un souci aussi sur la blockchain de Bitcoin, personne n'est responsable. Donc, qui parle au nom de Bitcoin ? C'est la communauté et c'est le code. Et finalement, c'est ça qui fait de Bitcoin un actif qui est universel et qui est incorruptible. Le créateur, finalement, a cédé la place à cette communauté. Et c'est probablement pour le bien de cette blockchain et le futur de Bitcoin. Vincent vous demande, Stéphane, la crypto, est-ce que ça pollue ? Vaste débat politique. Alors effectivement, est-ce que ça pollue ou pas ? D'où est-ce que pourrait venir la pollution ? Parce que finalement, c'est un actif digital, on pourrait se dire, à part la trace dans les réseaux, il n'y a pas tellement de pollution. Ça vient principalement de l'électricité, on va dire, sur certaines blockchains qui est nécessaire pour valider les blocs. Aujourd'hui, il faut bien se rappeler que les blockchains qui valident, on va dire, sous format proof of work, donc il y a, pour rappel, il y a deux manières de valider des blocs, on va dire deux principales, après il y a des petites subtilités. Il y a le proof of work, comme Bitcoin, où là, globalement, on fait tourner des grands data centers avec des grosses capacités de calcul, on résout un problème, celui qui gagne a le droit de valider une nouvelle ligne dans la blockchain. Là, c'est très effectivement intensif d'un point de vue capacité de calcul et donc électricité pour faire tourner ces capacités de calcul. Et là, effectivement, potentiellement, on pourrait se dire il y a de la pollution parce que cette électricité, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Alors, si elle est produite, on va dire, au pied d'un barrage hydraulique, on peut se dire cette électricité, elle est plutôt verte. Si elle est produite au pied d'une centrale à charbon, effectivement, elle ne va pas être tellement verte. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est de savoir, finalement, l'électricité, c'est des électrons, c'est un peu fongible, c'est un peu comme l'argent. Donc, se dire c'est produit là ou là, c'est un peu une vue de l'esprit. Et enfin, à côté de ça, il y a quand même beaucoup d'autres blockchains qui sont en proof of stake, comme la blockchain Ethereum, où là, c'est juste une preuve d'enjeu. Donc là, il n'y a pas de supercalculateur. Et là, pour le coup, il n'y a quasiment pas de consommation électrique pour faire tourner et pour sécuriser cette blockchain-là. Donc pour moi, ce n'est pas tout à fait vrai que c'est quelque chose de polluant. Ça pourrait l'être à la marge. Et encore, il faut être vraiment capable de distinguer quelle est l'origine de l'électricité qui est utilisée pour faire tourner les entreprises de minage. On dit d'ailleurs que le minage pourrait servir à combler les sous-capacités ou surcapacités de production d'électricité suivant les pays. Tout à fait, parce qu'en fait, ce qui se passe, il y a un phénomène physique très particulier sur les grilles électriques, qui est que, en gros, la grille électrique, il faut qu'elle soit équilibrée à tout moment entre ceux qui utilisent la grille, donc les consommateurs, les gens qui allument leur lumière, ceux qui font tourner leur lave-vaisselle, les usines, peu importe, et ceux qui produisent. Et cet équilibre, on va dire, c'est presque de l'art au niveau de l'opérateur qui gère cette grille-là, c'est presque de l'art. Et finalement, il peut y avoir des moments où il y a trop d'offres d'électricité. Et finalement, d'avoir des entreprises de minage qui, à ce moment-là, viennent consommer cette électricité, en fait. Ils peuvent absorber effectivement les pics de surproduction électrique pour sécuriser la grille. Voilà, mais il y a encore des gouvernements à convaincre, dont le nôtre, parce que ça dépend vraiment... EDF a quelques projets pilotes là-dessus, justement pour voir un petit peu comment ça fonctionnerait. En fait, ça ressemble d'une certaine manière à une batterie numérique
puisque au moment où on fait tourner ces supercalculateurs, on va potentiellement gagner quelques bitcoins ou quelques cryptos en fonction de la blockchain sur laquelle on travaille, et c'est de l'argent qui peut resservir plus tard pour plein d'autres choses. Voilà, et débat qui sera certainement à l'ordre du jour peut-être de la prochaine élection présidentielle. En tout cas, le délai est plutôt favorable. On y reviendra évidemment dans nos émissions. Anna vous demande, Morgane, quels seront les prochains ETF en crypto ? Oui, quand on regarde le monde des ETF et comment ils sont rentrés finalement dans notre écosystème, il y a eu une pénétration, on va dire, du monde institutionnel via une date qui est quand même symbolique, c'est le 11 janvier 2024. C'est à ce moment-là où la SEC, le gendarme américain des marchés financiers, eh bien, ils ont autorisé les premiers ETF Bitcoin Spot. Il y en a eu plusieurs. Le plus important, qui est toujours aujourd'hui en tête, c'est celui de BlackRock. Oui. Alors, BlackRock, pour quand même donner une idée de l'ampleur de l'adoption et de la réussite quelque part en fait de cet ETF, il possède aujourd'hui plus de 700 000 bitcoins. C'est-à-dire qu'en termes de possession d'entités qui possèdent du bitcoin, ils sont juste en dessous Satoshi Nakamoto qui en possède plus d'1 million. C'est énorme. Et au niveau des ETF au sens large, Bitcoin Spot, ils ont réussi à capturer plus de 7% de la circulation du bitcoin. Donc c'est énorme, ça a été un succès fulgurant tout simplement. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a connu ? On a connu des ETF sur la deuxième crypto mondiale, qui est Ethereum. Alors là, c'était à l'été 2024. Alors ça a été un succès plus modéré que celui qu'on a connu, en tout cas sur Bitcoin. Mais ce n'était pas forcément un échec non plus. Et en fait, finalement, la suite logique, vu le succès de ces ETF spot Bitcoin, eh bien, ça a été pour les gestionnaires de fonds de se dire on va proposer d'autres produits qui permettent aux institutionnels de se positionner sur nos actifs, de notre classe d'actifs à nous, les cryptoactifs. Et ce qu'on voit en 2025, c'est une vraie demande. Donc, beaucoup de gros gestionnaires de fonds ont fait des demandes pour avoir des ETF sur des altcoins cette fois-ci. Un altcoin, je le répète, c'est toute crypto qui n'est pas Bitcoin. La plupart, alors ceux qui ont de fortes chances d'être acceptés prochainement, c'est surtout Solana. Solana est quand même beaucoup cité. Il y a aussi le Litecoin, il y a aussi ADA, XRP. Donc, il y a plusieurs altcoins qui sont quand même en tête de liste pour être acceptés. Et on parle bien d'ETF spot sur ces altcoins directement. Alors, récemment, il y a quand même eu un événement important qui a eu lieu le 2 juillet. C'était le premier ETF spot sur Solana avec une petite particularité. Avec la possibilité de pouvoir toucher également du stacking. Le stacking, je rappelle, donc c'est une possibilité de faire travailler ces cryptos. En fait, on aide à sécuriser la blockchain et on va recevoir des récompenses annuelles. Et bien, sur Solana, c'est du 7%. Et cet ETF-là, qui a le ticker SSK, en fait, il a été plutôt original pour pouvoir entrer rapidement sur le marché. La plupart des ETF Bitcoin Spot et Ethereum de 2024, ils sont passés par des procédures réglementaires qui sont assez rude. Il faut être accepté par la SEC, il y a un formulaire très particulier. Et c'est vrai que c'est un parcours que tout le monde n'a pas envie d'emprunter. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont basés sur une loi fédérale plutôt qu'une procédure réglementaire au niveau de la SEC. C'est une loi fédérale de 1940 qui leur a permis, qui est plutôt en fait spécialisée sur les fonds d'investissement. Mais certains fonds d'investissement peuvent être des ETF. Eh bien, c'est ça qu'ils ont pris comme voie. Et ils ont été rapidement acceptés, ce qui a permis l'entrée sur le marché de cet ETF Spot Bitcoin avec le stacking, le SSK. Alors, au niveau des résultats, ça a été quand même plutôt intéressant, même si on n'est clairement pas sur les ETF Spot Bitcoin de nouveau de 2024, qui sont quand même très, très hauts. Je tiens quand même à préciser que, par exemple, l'ETF de BlackRock, Bitcoin, est le plus rentable. En fait, il fait partie du top 3 de leurs ETF les plus rentables, et ils en ont 1000. Donc, il faut quand même se rendre compte à qui... la comparaison est importante, mais ils ont eu 33 millions de volume sur la première journée et 12 millions d'entrées nettes sur l'ETF Spot Solana. Donc, ça montre qu'il y a quand même un intérêt qui est plus faible, mais qui est là. Oui. Voilà. Et donc, je pense que le premier narratif qu'on va voir au niveau des ETF, ça va être ça. Ça va être des ETF Spot altcoin, donc des altcoin base, altcoin natifs. J'ai cité les plus importants, et il y en a beaucoup qui sont en attente. La deuxième chose qu'on remarque et qui a été matérialisée aussi récemment, c'était le 1er juillet, ce sont des ETF avec plusieurs cryptos. Donc un panier de cryptos, on pourrait les voir comme un index. Et là, on a Grayscale, donc un joueur qui est quand même assez connu de nouveau dans cette catégorie-là, qui avait un fonds privé. Et ils ont demandé à la SEC s'ils pouvaient en faire un ETF. Et ce fonds privé, il avait une particularité puisqu'il y avait énormément de Bitcoin, mais pas que. Il y avait de l'Ethereum, il y avait du Solana, il y avait du ADA. Et donc, le fait que ça a été accepté, ça prouve qu'il y a effectivement une grande possibilité pour Bitwise. Il y a aussi Franklin Templeton qui ont fait des demandes justement
pour des ETF multi-assets, multi-crypto. Oui. Et il y a de grandes chances que ce soit accepté puisque ça a été matérialisé ici par Grayscale. Donc moi, c'est les deux narratifs que je verrais pour les ETF. Des ETF qui sont très altcoin base, donc vraiment les plus grands altcoins, ici je parle, et ensuite peut-être aussi des sortes de paniers de crypto. Avec un ETF, je suis exposée en fait à plusieurs actifs, c'est ce qu'on voit. Pour le stacking, juste, je voulais préciser, la raison aussi pour laquelle ils ne sont pas passés par la procédure réglementaire avec la SEC, c'est qu'en fait le stacking, pour l'instant, c'est pas possible de l'avoir ni sur les ETF spot Ethereum, c'est très complexe. En fait, la réglementation au niveau du stacking n'est pas très claire aux États-Unis. Par contre, ça pourrait changer à la fin de l'année 2025 ou peut-être année 2026. Donc ça, c'est la suite peut-être logique. On va surveiller, évidemment. François vous demande, Stéphane, on peut investir sur des ETF crypto au sein de certains CTO, mais est-il vrai, comme semble l'affirmer le broker XTB, qu'on peut aussi le faire via un PEA ? Alors, je me suis renseigné. À ma connaissance, ça n'existe pas. Et pour le coup, la manière dont est structuré, puisque j'ai été voir ce que pouvait raconter ce broker, la manière dont on pourrait imaginer structurer ce genre de produit, et là pour le coup, je fais appel à mon expérience passée chez BNP, il faut, pour être éligible au PEA, il faut au minimum avoir 75% d'actions de la zone euro. Donc comment les gens font par exemple pour avoir des ETF éligibles au PEA exposés sur les actions américaines? Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent un panier d'actions en direct et ils vont échanger la performance de ce panier d'actions, alors là c'est un peu technique, je suis désolé, contre du monétaire. Donc ça veut dire que financièrement parlant, le fonds, il n'est pas exposé au portefeuille actions. Pour autant, quand on regarde sa composition d'un point de vue comptable, il y a bien les lignes d'actions. Mais d'un point de vue financier, on annule la performance. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir une salle des marchés où on achète des futurs sur le marché pour avoir l'exposition qu'on souhaite. Donc, si c'est un fonds action américain, c'est sur le S&P 500. On peut imaginer exactement la même chose sur Bitcoin, puisqu'il y a des futurs sur Bitcoin qui existent listés sur le Chicago Mercantile Exchange, donc le CME. La grosse difficulté, c'est que pour acheter un futur, c'est pas, entre guillemets, gratuit. Il faut déposer de l'argent, on appelle ça de la marge initiale. Donc il y a deux types de marge, mais globalement, il faut de la marge initiale. Et sur le Bitcoin, il se trouve qu'aujourd'hui, la marge initiale, c'est à peu près 37 000 $ par rapport à un Bitcoin qui vaut à peu près 111 000 $. C'est-à-dire que c'est une trentaine de pourcents pour être exposé au Bitcoin via un futur. C'est-à-dire qu'avec, si je veux une exposition de 100, je ne dépose que 30. Le reste, quelque part, est inclus au travers de l'instrument. Et là, si on fait des maths très simples, on se dit, le portefeuille, pour qu'il soit éligible au PEA, il me faut 75% d'actions. Après, j'annule la performance, mais il me faut quand même 75% d'actions. Oui. Il me reste que 25. Or, pour acheter mon futur sur BTC, il me faut 30. Donc 75 plus 30, ça fait 105. C'est pas très bon. Et en plus, quand on fait ça, ça veut dire que la moindre petite variation fait qu'on doit rééquilibrer à tout moment, soit le portefeuille d'actions pour être éligible PEA, soit la partie Bitcoin pour continuer à honorer sa marge. Donc oui, théoriquement, on pourrait imaginer une structuration comme ça. Dans la pratique, c'est juste pas possible. Et aujourd'hui, personne ne l'a proposé. Et je pense qu'il y a des bonnes raisons. Après, à côté de ça, il y a des sociétés comme Mélanion Capital qui proposent cette fois-ci un portefeuille d'actions qui sont, on va dire, très corrélés au Bitcoin. Donc ça, on pourrait presque imaginer que des actions, ça pourrait rentrer dans un PEA. Sauf qu'aujourd'hui, des actions sur le monde crypto, elles sont principalement pas européennes. Donc là aussi, on n'arriverait pas à atteindre le critère des 75% d'actions européennes. Donc pour moi, c'est pas possible encore. Je peux me tromper, j'ai peut-être loupé des choses, mais je pense que d'un point de vue structuration, c'est très difficile. Désolé François, mais vous avez un début de réponse à votre question. Jérôme vous demande, Morgane, c'est quoi le Fear and Greed Index ? Oui, le Fear and Greed Index, c'est en fait un index qui va nous donner une information sur l'état émotionnel du marché. Alors, marché boursier, mais ça peut s'utiliser évidemment pour les cryptos. Alors, on va partir d'une cotation de 0 à maximum 100. Et l'idée, ça va être quand on est proche de 0, quand on est tout en bas, que l'indice est au plus bas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une peur extrême sur le marché. Donc, les gens paniquent.
En gros, c'est ce que ça veut dire. Quand on est à 50, on est dans une forme de confusion. Le marché ne sait pas trop comment se positionner. Par contre, quand on est à 100 ou proche des 100, on est dans une période d'euphorie totale et d'avidité extrême. Alors, comment est-ce qu'en tant qu'investisseur ou en tant que personne qui observe le marché, vous pouvez utiliser cet indice? En fait, quand on est proche de zéro ou qu'on est vraiment vers le bas, souvent, ça peut être intéressant de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des opportunités d'achat? En fait, on prend le contre-pied de ce qui est occupé de se passer. Et à l'inverse, quand on est très haut sur cet indice-là, ce que ça veut dire, alors par exemple, lors du dernier cycle, Bitcoin, quand il a été chercher son dernier ATH, qui était 69 000 $ en 2021, eh bien l'indice, il était à son plus haut, évidemment. Donc c'est des momentum, effectivement, où on va chercher des nouveaux sommets. Eh bien attention, parce qu'il y a peut-être un retournement de marché qui pourrait arriver. Donc c'est finalement comme ça qu'on peut utiliser cet indice-là, en prenant le contre-pied finalement de ce que nous donne cet indice. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le côté émotionnel aussi des investisseurs sur le marché, et le marché des cryptos évidemment aussi. Astrée vous demande, Stéphane, je ne comprends pas l'intérêt d'acheter du Bitcoin maintenant si on est à la fin du cycle. Alors ça, c'est une question éternelle. Quand est-ce qu'on achète du Bitcoin? En fait, c'est la question de est-ce qu'on est capable de prédire le futur sur n'importe quel actif financier. Alors il se trouve que sur le Bitcoin, il y a des cycles qui sont très marqués depuis son lancement, des cycles de 4 ans, qui sont calés autour du halving, donc cet événement qui arrive tous les 210 000 blocs, où on rémunère, ou plutôt la rémunération des mineurs est divisée par 2. Historiquement, ce qu'on peut se dire, c'est que les mineurs étaient des acteurs principaux de la chaîne, et c'est eux qui avaient énormément de rémunération et énormément de bitcoin. Et donc, quand ils achetaient ou quand ils vendaient, alors plutôt quand ils vendaient, parce que eux, ils gagnent des bitcoins à sécuriser la blockchain, quand ils vendaient, forcément, ça pouvait avoir un poids sur le prix du Bitcoin. Avec le temps qui passe, les rémunérations, elles diminuent de plus en plus, et on s'aperçoit que le poids des entreprises de minage, aujourd'hui, ils détiennent à peu près 1,8 million de Bitcoin, donc un peu moins de 10% du marché, et donc ils vont être de plus en plus marginaux, et donc quelque part, leur poids dans le cycle risque d'être diminué de plus en plus. À côté de ça, on a, et Morgane le mentionnait tout à l'heure, on a de plus en plus d'investisseurs institutionnels qui sont arrivés sur ce marché-là, notamment au travers des ETF, qui n'ont pas forcément de raison d'aller suivre ce cycle qui a bien fonctionné historiquement, mais on voit bien qu'il s'atténue avec le temps. Donc, est-ce qu'il est temps d'acheter maintenant, alors que potentiellement on arrive à la fin du cycle? Déjà, il y a que l'avenir qui nous dira si on avait raison de dire que c'était la fin d'un cycle ou pas, mais il y a des chances que ce cycle historique, à un moment donné, il soit changé. Et donc, peut-être qu'on va aller vers des cycles beaucoup plus longs. Peut-être qu'on va être plus rythmé d'ailleurs par la macroéconomie, parce que qui vont être les gros investisseurs de ce marché-là? Ça va être des institutionnels. Par quoi ils sont drivés? Par la macro. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés sur les actions, ils sont exposés sur les obligations, ils peuvent être exposés sur les matières premières. Et finalement, ils gèrent ça dans un portefeuille beaucoup plus large. On a changé quelque part d'intervenant, on est en train de changer d'intervenant. Et donc ça risque de déstructurer un peu le cycle. Morgane, vous voulez compléter cette question? Oui, je pense que je suis vraiment assez d'accord. Et puis on parlait souvent du fait de faire un DCA. Finalement, le DCA, il fait vraiment fi complètement du prix actuel du Bitcoin. Si on a une vision long terme et qu'on croit en cet écosystème et qu'on croit à cette première crypto mondiale, la plus capitalisée, et le potentiel avec l'adoption institutionnelle, on l'a dit, avec les sociétés qui sont cotées en bourse, qui achètent massivement, il y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent. On sait que c'est un actif qui est rare. On sait que la demande est en pleine explosion, l'offre et la demande. Dans tous les cas, continuer à acheter du Bitcoin, ça a toujours du sens. Alors oui, il y aura des personnes qui vont aller chercher certains prix. Alors peut-être qu'on est plutôt dans une forme de trading. Tout le monde n'est pas trader et tout le monde ne devrait pas trader non plus. Être investisseur dans cet écosystème, c'est vrai que c'est quand même différent du trading pur. Oui. Donc c'est toujours une bonne idée. Ça dépend évidemment du profil d'investisseur, mais l'idée de continuer à acquérir, peu importe le prix, me semble une bonne idée. D'ailleurs, c'est des choses que les gens dans le monde des actions recommandent également. C'est justement de faire fi de ces cycles-là en investissant de manière régulière. Une somme, on va dire fixe, de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme, parce que c'est des actifs risqués. Et il n'y a pas de raison qu'on ne fasse quelque chose de différent sur les cryptos. Toujours regarder sur le long terme en ce qui concerne Bitcoin, effectivement, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Lisa demande, qu'est-ce que c'est qu'une bulle spéculative? Stéphane? Alors, c'est toujours très facile à reconnaître après coup. Mais quand on est dedans, en tout cas pour la plupart des gens, c'est assez difficile. Il y a globalement, la plupart des marchés ont des sortes de valeurs fondamentales
on va dire, de valeur d'équilibre, où on sent qu'il y a une notion de prix. C'est pas toujours évident d'avoir un modèle de prix, mais il peut y avoir des notions de prix où on est capable quelque part de raccrocher le prix d'un actif à un modèle financier de valorisation qui est plus ou moins juste, mais en tout cas qui donne l'illusion qu'on est autour d'un équilibre. Après, le prix de marché, c'est quand même le prix où acheteurs et vendeurs se rencontrent. Donc c'est le bon prix. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une forme d'effet moutonnier dans un sens comme dans un autre, qui fait qu'on va pouvoir s'éloigner de ce prix d'équilibre ou de ce prix, on va dire, raisonnable. Après, il faut qualifier la notion de raisonnable, mais on va dire que le sens commun devrait suffire. Et il y a certains moments où, effectivement, il y a un momentum qui est en train de se créer, encore une fois, dans un sens comme dans un autre. Là, en cas de bulle, on va dire qu'on est plutôt à la hausse. Et c'est un phénomène qui s'auto-entretient, parce qu'on voit les prix d'hier qui ont monté, on se dit, bah tiens, ça peut encore monter, donc je rentre. Ah, mais j'étais pas rentré, j'ai peur de louper quelque chose, et donc j'y vais. Et en fait, on s'aperçoit que dans les marchés financiers, et pas que en crypto, mais vraiment dans l'ensemble des marchés financiers, il y a quelque chose qu'on appelle l'autocorrélation, c'est-à-dire qu'en fait, le rendement d'aujourd'hui, il est très très lié, d'un point de vue mathématique, au rendement d'hier. Voilà. Donc il y a une notion quelque part de je regarde le mieux que je puisse faire en termes de projection, c'est de regarder ce qui vient juste de se passer. Et en fait, dans un phénomène de bulle, c'est un phénomène qui va s'auto-entretenir et qui va aller que dans un sens et très rapidement. Et après, souvent, quand on regarde les prix, on va dire juste à l'œil nu, on voit quelque chose qui monte un peu comme une exponentielle ou comme une parabole. Ça dépend quel est votre courant mathématique. Mais ça, c'est les premiers signes qui doivent faire penser qu'on commence à rentrer dans une bulle. Après, une bulle, elle peut rester, on va dire, présente et aller très très haut. On ne sait jamais juste quand elle va se dégonfler. Est-ce qu'on peut, et je pense que c'est la question sous-jacente, est-ce qu'on peut, parce que beaucoup ont dit que Bitcoin, c'était une bulle. Est-ce qu'on est encore là-dedans? Est-ce qu'on est encore dans ce type de questions? Ou ça fait trop longtemps que ça dure? Pour moi, ça fait trop longtemps qu'on est dedans. Ouais. Pour que ce soit juste une bulle, je pense que c'est juste une révolution. Donc il y a quelque chose qu'il y avait avant et il y a après. Oui, ça fait 16 ans qu'on nous dit que Bitcoin est une bulle. Exactement. Donc voilà, chaque année, on s'éloigne un petit peu plus de la bulle, je pense. Et une bulle est quand même un peu limitée dans le temps. Pour terminer, Mathieu vous demande, Morgane, faites-vous partie d'associations ou est-ce que vous recommandez pour les personnes actives dans la blockchain ou les cryptos d'aller quelque part? Oui, alors j'aimerais parler de AWIC, Association of Women in Crypto. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tous les membres. Et en fait, c'est une association qui a pour but, alors pas seulement sur les cryptos, c'est vraiment sur la blockchain, le monde du Web 3 au sens large. Alors tout le monde est le bienvenu. Oui. L'adhésion, elle est gratuite. Et si vous cherchez, par exemple, à aller participer à certaines conférences, à travailler dans cet univers-là, vous êtes le ou la bienvenue. Alors il y a beaucoup de femmes, mais il y a quelques hommes aussi dans notre. Alors il y a plus ou moins 80 membres. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un univers qui est dédié à cet écosystème où on peut s'entraider. Et ça vient des États-Unis. C'était une femme qui était à l'initiative initiale de cette association. Et puis maintenant, on a la version française, tout simplement. Et voilà. Et là, on peut poser toutes les questions qu'on veut, évidemment. C'est hyper important dans ce domaine-là. Formez-vous, continuez à nous poser vos questions aussi. crypto@bfmbusiness.fr. Merci beaucoup à tous les deux. Morgane Elandu, fondatrice de Crypto 360 et Stéphanie Fra, senior manager chez CoinHouse. Merci à tous les deux d'avoir répondu à ces questions. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.